Alors, bonjour à tous, merci de revenir après ces congés. Donc, on souhaitait vous parler ce matin d'un projet qui est maintenant débuté, qui s'appelle le projet Sudoku. Et un projet qu'on a depuis quelques années et qu'on démarre cette année sur un sujet qui est assez complexe, qui est celui du dépistage diagnostique de patients qui présentent un arrêt cardiaque non récupéré. Alors l'enjeu de ce projet, c'est d'arriver à optimiser le diagnostic de ces patients, principalement pour optimiser le dépistage ensuite de la famille, savoir si on est dans un arrêt cardiaque sur une cause héréditaire à dépister chez la famille ou si on est sur un arrêt cardiaque pour un décès sans sur-risque du côté familial. Les études qu'on a sur les morts subites sont principalement des études sur les morts subites chez le sportif. Et là, vous voyez sur ce graphe que finalement, les morts subites sont très majoritairement pas pendant le sport, en fait. La plupart des morts subites se situent en dehors de l'exercice sportif. On a une étude nationale qui détaille un petit peu l'épidémiologie en France. Et vous voyez que même chez les sportifs, on a environ un tiers des arrêts cardiaques pour lesquels la cause de l'arrêt n'est finalement pas identifiée. Dans la population générale, dans cette même étude, c'est pire, puisqu'on a plus de 3/4 de la population pour laquelle on n'a pas d'étiologie reconnue au décès. L'épidémiologie, elle est très variable selon les pays, selon les populations, et même dans un même pays, selon comment on regarde, comment on recherche. Vous voyez, il y a deux registres américains, un militaire et puis un civil, et on n'a pas du tout les mêmes répartitions des maladies. Donc, on va détailler un petit peu après les étiologies. Et vous voyez là en rouge, c'est les causes, les arrêts cardiaques sans cause reconnue ou retrouvée. Ensuite, ça dépend de la recherche. Enfin, on trouve une cause quand on la cherche, si vous voulez. Là, on a une étude sur des patients implantés de défibrillateurs. Ça, c'est la population générale de cette étude, et puis la population implantée d'un défibrillateur, où on va aller rechercher du coup les étiologies. Et ben, quand on les recherche, on les trouve. Là, c'est des arrêts cardiaques récupérés, bien entendu. Et on retrouve environ 36% de cœurs structurellement normaux qui doivent nous faire rechercher d'autres étiologies, et notamment les canalopathies. Un autre point important est que les causes d'arrêt cardiaque sont bien entendu différentes selon l'âge du patient. Et vous voyez que chez un patient jeune, on a une part non nulle des causes héréditaires, une part très majoritaire même des causes héréditaires, que ce soit les canalopathies ou les cardiomyopathies héréditaires, et une part assez faible de la coronaropathie. Si vous mettez un cut-off à 40 ans, par exemple, on va avoir une répartition à peu près 50-50, et puis plus on augmente en âge, plus la part de la coronaropathie est importante. Donc chez les patients jeunes, on a des causes héréditaires, principalement autosomiques dominantes, et c'est ces causes-là qu'il faut qu'on recherche. L'incidence de la mort subite, elle est assez variable selon les études. Vous voyez, on est entre 30 et 200 pour 100 000 habitants par an, et majoritairement liés à des coronaropathies. Dans les causes hors traumatiques, la cause cardiovasculaire est très majoritaire à 85%. Les décès cardiovasculaires se manifestent aussi fréquemment par une mort subite, sans forcément de signes préalables. Le challenge pour nous, c'est de savoir si on est sur une cause héréditaire ou sur une cause non héréditaire. Donc l'objectif de ce bilan, c'est comprendre la cause de la mort. Pourquoi? D'abord pour donner des réponses à la famille, ce qui peut être important juste pour ça. Et aussi parce que si on est sur une cause héréditaire, l'exploration familiale va être différente.
On est tous amenés à avoir des apparentés de patients qui ont fait une mort subite non récupérée. Et en effet, ça, cette difficulté-là, quand on n'a aucun bilan de la personne qui est décédée, de savoir ce qu'on fait, où on va. Alors, ce qu'on fait, c'est assez simple sur le bilan initial. On va faire un électrocardiogramme, une écho, éventuellement plus sur des points d'appel. Mais on n'a pas, si ce premier bilan est normal, on n'a pas d'idée de ce qu'on doit faire derrière, de quand est-ce qu'on doit les revoir, de quel bilan complémentaire on a besoin. Alors, les étiologies, on va les lister un petit peu. D'abord, une anecdote, c'est des fois on a une cause évidente à l'arrêt cardiaque. Alors ça, c'est une étiologie qui est assez peu fréquente en France, qui est assez fréquente aux États-Unis, qui s'appelle le commotio cordis, qui est un arrêt cardiaque qui est lié à un choc thoracique. Donc ça sous-entend un impact relativement important à un mauvais moment du cycle, juste avant le sommet de l'onde T, qui déclenche un arrêt cardiaque qui, alors, je ne sais pas si lui il survit ou pas, mais qui peut être souvent comment dire, fatal parce qu'il n'y a pas de réanimation réalisée, parce que les gens ne comprennent pas. Là. Lui, il fait un malaise là, pour les gens autour. Sur l'électron, on va rechercher un certain nombre de pathologies. Tout d'abord, les canalopathies. Alors, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. On a deux canalopathies qu'il faut vraiment avoir à l'esprit dans un contexte de mort subite. Le QT-long, bien entendu, alors qui n'est pas difficile à mettre en évidence sur l'électrocardiogramme en général, qui peut être difficile à mettre en évidence si on n'a pas d'électrocardiogramme. Bien entendu, on verra après dans le bilan qu'on peut faire, il arrive que les patients arrivent en asystolie et qu'on n'ait pas la chance d'avoir un électrocardiogramme. Toutefois, si on a l'électrocardiogramme, pour ce qui concerne le QT-long, l'autre problématique à laquelle on peut être confronté, c'est est-ce que cet électrocardiogramme post-arrêt est interprétable. Et notamment, on peut imaginer qu'il y a eu des drogues, notamment de la cordarone, donc il faut rester un petit peu méfiant là-dessus, mais en tout cas garder à l'esprit de rechercher le QT-long. Ça, le QT-long, on peut identifier un contexte favorisant au moment de l'arrêt cardiaque, notamment des prises médicamenteuses. L'apport génétique est vraiment majeur dans le QT-long, puisqu'on connaît la majorité des mutations impliquées. On a un traitement efficace en cas de dépistage de la famille. On a du coup un intérêt vraiment majeur à réaliser le dépistage présymptomatique des apparentés. La deuxième grosse canalopathie, c'est le Brugada. Alors, avec deux difficultés dans le Brugada. La première, c'est une difficulté diagnostique, puisque vous savez qu'on peut avoir cet aspect de Brugada de type 1 sur l'électrocardiogramme, mais on peut avoir un vrai Brugada avec un électro parfois complètement normal. Le risque du Brugada, vous le connaissez, c'est une fibrillation ventriculaire d'emblée, dans des conditions souvent de repos, éventuellement avec des conditions favorisantes qui peuvent être retrouvées, notamment une hyperthermie éventuellement ou un contexte vagal en fait. Donc c'est plutôt des arrêts cardiaques de repos, éventuellement nocturnes. Et on peut retrouver une notion de fièvre, une notion de prise de médicaments. Il y a des médicaments qui interfèrent avec le syndrome de Brugada, ce pas les mêmes que dans le QT-long. Ils sont disponibles sur un site qui s'appelle brugadadrugs.org, qui liste ces médicaments-là. L'apport génétique, il est moindre parce que, Océane en parlera tout à l'heure, mais on connaît moins les mutations impliquées, et une génétique négative a beaucoup moins de valeur que pour le QT-long. Le dépistage des apparentés peut se faire par un test à la gemaline si l'électro est normal, ou un test à la flécaïne. C'est-à-dire qu'on injecte un antiarythmique de classe 5, un bloqueur sodique. Le syndrome de Brugada, c'est une pathologie qui touche les canaux sodiques. Et du coup, sous ajmaline, on voit apparaître l'aspect de type 1 qu'on voyait tout à l'heure. Le dépistage présymptomatique est important et très important parce que le premier événement peut être un événement à type d'arrêt cardiaque comme Brugada, et ça implique aussi
d'appliquer des consignes préventives qui sont de traiter la fièvre, d'éviter les médicaments qui interagissent et bien sûr de réagir, de consulter en cas de syncope. Les autres canalopathies, elles sont plus marginales. Le QT court, vous savez que c'est une pathologie qui est extrêmement dangereuse, mais qui est très rare. Il y a mettons une quinzaine de familles dans le monde. Donc, ça ne serait pas de bol qu'il y en ait une qui habite là. Pour cette de pointe d'accouplage court, c'est des diagnostics en fait qui ont été faits. Enfin, c'est des phénotypes qui ont été décrits chez des gens qui avaient des défibrillateurs en fait. Pour ce qui est de l'électrocardiogramme, il faut aussi qu'on cherche des causes non héréditaires, bien entendu, et avoir à l'esprit le Wolff, qui peut être responsable de syncope, voire de mort subite, en cas de Wolff malin. Le mécanisme de la mort subite, vous le connaissez aussi, c'est un patient qui a un faisceau malin, donc qui est capable de conduire extrêmement rapidement, avec des périodes réfractaires qui sont à moins de 250 millisecondes, et qui passe en FA. Du coup, on a une FA très rapide, qui peut dégénérer en fibrillation ventriculaire. La dernière chose à chercher sur l'électro, c'est les TV catécholergiques. Alors, sur l'électro de repos, en fait, on n'a en général pas d'anomalie particulière. On peut tomber sur un Holter sur cet aspect qui est assez typique, qui est une TV bidirectionnelle avec du coup deux morphologies alternantes. C'est une entité qui est quand même plutôt pédiatrique, avec des troubles du rythme et des risques de malaise qui sont à l'effort, et un électro de repos qui majoritairement est normal. Le diagnostic se pose sur l'épreuve d'effort. Donc après, je passe la main. L'ECG peut orienter aussi sur les cardiomyopathies. En général, en cas de cardiomyopathie, d'atteinte du muscle cardiaque, l'électrocardiogramme est pathologique. Alors là, il y a quelques diapes pour lister les principales cardiomyopathies qui peuvent être responsables de mort subite. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer dans la salle. Dilatation VD, hypertrabéculé à l'apex, kinésie apicale, la VD. Puis électrocardiogramme, un électropathologique, des troubles de repolarisation dans le précordium. On peut même voir une onde epsilon en V1V2V3 si on s'arrache un peu les yeux sur l'électro. Il n'est peut-être pas assez de gain, mais à l'ECG, on peut suspecter ce qu'on voit à l'échographie. CMH, oui. HVG électrique, une épaisseur myocardique supérieure à 15 mm. C'est joli. L'électro peut aussi faire deviner ce qu'on va voir à l'échographie. Hein. La kinésie apicale, une hyperkinésie des bases, des ondes T négatives très amples, très profondes dans le précordium, un QT long. Un TACO avec un énorme thrombus intra-VG. TACO peut donner des morts subites, peut donner des complications même plus graves que la mort, que l'AVC massif, thrombus apical. En haut, trouble de conduction à l'électrocardiogramme, VG qui ne bouge pas, des parois amincies, un VG altéré, un VG dilaté. Ça colle avec des troubles de conduction en général à l'électro, souvent des blocs gauches, il peut y avoir des blocs droits à l'axe gauche. Ouais, alors ça peut être en effet une aminopathie, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est toutes les cardiopathies dilatées qui peuvent donner des ECG pathologiques. Parfois, il y a des microvoltages, parfois, il y a des troubles de conduction, soit intraventriculaires, soit plutôt bloc gauche, bloc droit avec un axe gauche. Et puis, la dernière, c'est pas la plus facile, des troubles de repolarisation un peu atypiques. Un VG, ouais, très bien, Victor. Un VG moyen, un VG trabéculé, avec une couche compactée sur non compactée pathologique, c'est la non-compaction. Alors, ça, c'est des causes potentiellement héréditaires. Il y a aussi d'autres causes qu'il faut évoquer qui sont non héréditaires pour le spasme coronaire. On a eu un patient l'année dernière qui a fait plusieurs morts subites en dissociant sur un spasme coronaire massif. Ça, il faut savoir l'évoquer. C'était son ECG. Et puis, à droite, c'est le prolapsus malin. Hein. Sandra en a parlé dans un dernier topo. Quand il y a une grosse disjonction mitrale, parfois ça
Ça crée de la fibrose au niveau du pilier. Et puis, ça peut être un foyer arythmogène. Ça, c'était un de nos patients également, avec une disjonction annulomitrale, un prolapsus postérieur, la fibrose à l'IRM qui faisait des TV. Il y a des formes familiales de prolapsus. Et puis, il y a aussi des formes sporadiques, mais en tout cas, il faut savoir l'évoquer. Alors ça, c'est une autre cause héréditaire dont... C'est la valve mitrale qui capote vers l'oreillette gauche. Bon, la plupart du temps, c'est bénin, mais quelquefois, ça peut entraîner des troubles du rythme. Alors, j'ai pas tout entendu, mais c'est pas une question. Ça me fait signe, je sais pas qui. En autre cause potentiellement héréditaire, en autre cause potentiellement héréditaire, on en a pas mal parlé l'année dernière. C'est toutes les. Alors, je vais même plutôt vous montrer le film, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est difficile, tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas le deviner, mais c'est un jeune de 40 ans qu'on a accueilli dans le service. Il avait 3 grammes de LDL, puis son père et son oncle avaient été pontés à 45 ans. Et en fait, l'hypercholestérolémie familiale, c'est la maladie génétique la plus fréquente en France. 9 personnes sur 10 seniors. Et c'est une élévation du cholestérol, du LDL cholestérol dès la naissance, avec des LDL chez l'adulte supérieurs à 1,9 g par litre, avec des triglycéridémies inférieures à 2 grammes. C'est des LDL qui s'accumulent dès l'enfance, et donc chez l'enfant, on les dépiste à partir de 5 ans. En échographie, on voit déjà des dépôts de graisse sur la valve aortique, et ça, c'est une valve aortique qui est lipomateuse, chez un adulte de 40 ans qui était tritronculaire sévère et qui a été ponté l'année dernière. Ce monsieur-là, il a 3 enfants. 13, 14 et 16 ans. Et les 2 derniers, ils ont 3 grammes de LDL aussi sur le dépistage en cascade. C'est une maladie qui est autosomique dominante. C'est très important d'y penser en tant que cardiologue, surtout avec des LDL élevés, des histoires familiales ou personnelles, maladies cardiovasculaires précoces. Il faut y penser quand on voit des valves aortiques un peu blanches, souples mais blanches, avec des patients qui ont des LDL élevés. Alors après, la clinique peut nous orienter. Quand on a des morts subites, on interroge la famille. Est-ce que le patient se plaignait de quelque chose d'avant? Est-ce qu'il avait des douleurs? Est-ce qu'il avait une dyspnée d'effort? Est-ce qu'il y avait des syncopes précédents? Est-ce que la mort subite est arrivée dans des circonstances qui nous font tiquer? Le vagal, la fièvre, l'eau froide, les traitements. Est-ce qu'il y a des hérédités familiales de mort subite? Souvent, dans les cardiopathies héréditaires, que ce soit canalopathie ou cardiomyopathie, il y a une histoire familiale de mort subite. Et puis l'examen physique doit nous faire tiquer. Il faut regarder les signes d'hypercholestérolémie familiale, j'en ai parlé tout à l'heure, l'exanthome, l'exantélasma, l'arc cornéen avant 45 ans. Et puis ça, c'est l'éruption cutanée du Fabry. Alors Fabry, c'est une maladie rare, c'est une cardiopathie hypertrophique. Il peut y avoir des formes cardiaques isolées, mais il y a aussi des formes généralisées. C'est une accumulation de sphingolipides intracellulaires. Et un des signes pathognomoniques du Fabry chez l'adolescent, c'est ces taches cutanées qui sont au niveau du caleçon. Et c'est vraiment pathognomonique du Fabry. Alors c'est rare, mais si on le voit, il faut y penser. Tu veux continuer ? Pour aller vers ce diagnostic, on a différents outils. Et on va voir que c'est en exploitant un petit peu ces différents examens qu'on va orienter notre arbre diagnostique. Le réseau, il se présente comme ça. Donc, on s'intéresse à des patients qui ont fait un arrêt cardiaque sans cause évidente, non récupérés. Alors, bien entendu, les arrêts cardiaques récupérés, on fait des bilans. Donc là, le réseau, il s'intéresse qu'à ceux qui n'ont pas été récupérés. Une des priorités, c'est d'éliminer une cause extracardiaque. C'est-à-dire que le patient a pu décéder d'une hémorragie cérébrale ou d'autres choses. Et bien entendu, si on a la cause du décès, que la cause est extracardiaque, l'arbre diagnostique s'arrête là. Donc, dans le cadre du bilan, il y a un scanner cérébral qui est réalisé de manière systématique, un dosage des toxiques urinaires. Le dosage plasmatique, on y reviendra, il est important
pour plasmatique ou urinaire des traitements, en fait. Pour certains patients, pour arriver à obtenir la cause, on pense notamment, par exemple, au calcium bloquant. Il y a un certain nombre de traitements, alors on n'a pas encore défini ça complètement, ce sera à réfléchir encore un petit peu. Tous les traitements ne se dosent pas, tous les traitements ne sont pas importants à doser, mais on a certains traitements qu'il faudra savoir doser de manière assez systématique pour savoir si c'est ou non la cause du décès. Donc, notamment les inhibiteurs calciques, la digoxinémie, enfin, des choses un petit peu classiques en cardio. Si on a une cause extracardiaque, encore une fois, le bilan s'arrête. Pour la recherche de la cardiopathie, il y a différents éléments. Alors, la première chose, c'est l'électrocardiogramme. Donc, il sera disponible ou il ne sera pas disponible. Il sera disponible si le patient est pas en asystolie, et sinon, bien entendu, on n'a pas d'électrocardiogramme. L'échographie cardiaque, elle est importante à faire. On souhaite qu'elle soit faite par un cardiologue, c'est-à-dire que vous allez être appelé en garde pour faire des électrocardiogrammes, une écho, pardon, à un patient qui est en arrêt cardiaque non récupéré. Il faudra dire oui, et c'est comme ça qu'est fait le réseau. On souhaite qu'elle soit faite par un cardiologue parce que on aura un œil un petit peu plus aguerri, et cette écho, elle peut être intéressante, y compris en post-mortem, y compris sur corps arrêté. C'est-à-dire que là, l'idée, quand tu dis arrêt cardiaque non récupéré, il peut être soit en mort cérébrale avec un cœur qui marche encore, soit en arrêt cardiaque. Exactement. Voilà, exactement. Et il faut qu'on dise oui parce que si on a un VG dilaté, même akinétique, hein, si on a un VG très dilaté avec des parois fines, ça va nous alerter. Si on a des parois très épaissies, ça va nous alerter. Voilà. Donc cette écho, elle est à faire, y compris en post-mortem. Le thrombus intracardiaque post-mortem montre bien le VG, et donc on voit bien les parois. C'est arrivé récemment, on voyait bien les parois. Il faut se forcer à bien regarder, même quand ils sont morts. Puis on peut avoir des causes. Alors, oui, tout à fait. Pour l'instant, le réseau, il s'adresse qu'à des patients qui arrivent à l'hôpital. Alors après, est-ce qu'on arrivera à l'étendre à des arrêts non récupérés extra-hospitaliers? C'est un challenge encore différent parce que on n'a pas le même nombre d'interlocuteurs. Là, on a réussi à mettre ça en place, en partie parce qu'on est une petite équipe, entre guillemets. On a une équipe de réanimation, on a une équipe de cardio. Enfin, c'est aussi possible comme ça. De l'élargir à l'extra-hospitalier, c'est très intéressant parce que la majorité de ces arrêts n'arrivent pas à l'hôpital. Mais ça ne nous empêche pas déjà d'optimiser la prise en charge sur l'hôpital. Dans le cadre du bilan étiologique, il faudra penser à faire le bilan lipidique pour rechercher les dyslipidémies, les hypercholestérolémies familiales. Le deuxième niveau, ça va être la recherche de la coronaropathie. Donc ces patients, bien entendu, pour le coup, s'ils sont en arrêt cardiaque non circulant, on ne peut pas faire de coronarographie. Donc pour les patients qui ne sont pas en arrêt cardiaque au moment de l'arrivée, il faut penser à la coronaropathie. Il faudra aller à la coronarographie si le patient a plus de 40 ans et en dessous de 40 ans, si le patient a des facteurs de risque particuliers, en tout cas à négocier, à discuter avec le coronarographiste en fonction un petit peu des différents éléments. Avec un métergène. Avec un métergène, pardon, avec un test métergène, pour rechercher le spasme coronaire. C'est-à-dire que tous les arrêts, Si le cœur fonctionne encore, c'est-à-dire étalement cérébral et cœur qui fonctionne encore. Voilà. Oui, parce que En un peu de temps, hein, on est obligé de Oui, le tu faire. peux le faire quand le CMU arrive. Voilà, la mort cérébrale, on a quelques jours avant d'arrêter tout. Il faut garder les gens, il faut garder les cœurs fonctionnants pour faire ça. Après, on verra qu'il y a des choses qu'on peut rattraper derrière. Par exemple, mettons que le patient a fait une nécrose, on verra l'autopsie. Mais n'empêche que si on a fait la coro, qu'il y a une IVA qui est bouchée, on ne fera pas l'autopsie. ni la génétique. Ni la génétique. Donc c'est vrai que c'est un examen qui est finalement très intéressant. D'abord parce que la cause première, ça reste les coronaropathies, d'autant plus qu'on augmente en âge, et qui est finalement moins lourde à mettre en œuvre que ce qu'on mettra en œuvre derrière. Et encore une fois, c'est un petit peu comme pour l'écho, ça implique qu'on ait une réponse
À partir du moment où on écrit ce protocole, ça veut dire qu'il faut qu'on ait la même réponse tous, quoi. On peut pas dire, il faut qu'on ait la même réponse. On applique le protocole et on peut pas un coup à 45 ans faire la coro et un coup pas la faire. Parce que alors, moi, je ne connais pas grand-chose dans les arrêts. Admettons, pour l'arrêt, enfin, le gars fait un arrêt, il part, ça circule. Combien de temps il a sur le plan cérébral dérapé, il est cul. Combien de temps on a? C'est les réanimateurs qui nous disent un peu. La mort cérébrale, Parce qu'on sait quand même que ça, qu'ils sont très fragiles, ces patients. Ils peuvent basculer. Oui, souvent on a 48 heures. Le temps que le diabète insulique se mette, etc. En tout cas, on a un peu de temps pour s'organiser. Le but n'est pas de déboucher l'artère, le but est d'avoir juste une cause. Non, mais après, c'est dire, bah non, bah, c'est s'est arrêté. C'est comme une patient très instable, j'imagine. On n'a pas énormément de temps, effectivement, avant l'arrêt définitif, disons. Et après, ce qui est particulier sur cette prise en charge, c'est qu'on ne raisonne pas sur le pronostic du patient. Donc ça, C'est un peu au réanimateur de nous dire, là, on a un diagnostic de mort cérébrale, on n'a pas la cause, il faudrait aller à la coro, et à partir de là, on s'organise pour passer l'imaginaire. En fait, on s'adresse à des patients urgents. Enfin, je veux dire, ils arrivent en arrêt cardiaque, ils ont eu l'ECMO ou ils ont eu la LUCA pendant un moment. Enfin, en pratique, c'est des décisions. Alors, peut-être que si c'est 6 heures du matin, on peut attendre le lendemain pour faire la coro, ça, je suis d'accord. Mais si c'est une entrée à 20 heures, la coro, elle sera dans la nuit, probablement. Et ces patients-là, tant que tu les ventiles, tu as un peu de temps. La rare niche dont je parle, où ils sont en mort cérébrale ventilés, on a un peu de temps. Mais le but est qu'on s'organise pour ne pas mettre les équipes en difficulté. C'était bien discuté avec les collègues chorégraphistes. On a un peu de temps, mais on n'a pas non plus trop de temps. Donc, il faut qu'on dise oui, puis que nous, on s'organise en interne pour l'organiser. Pour les réanimateurs, ils sont quand même pris en charge intensive, même si on mort cérébrale, pour les organes, tout ça. Ouais. Ils peuvent mettre les clous, une circulation régionale. C'est pas un peu risqué, juste de faire une coro alors qu'on va peut-être prendre un rein? Parce que c'est pas un peu... Ouais, ça a été bien discuté avec Didier Doré, qui gère la CEDOT. Et donc ça, on a dit qu'on allait en discuter au cas par cas. Et finalement, ils prennent très peu les reins, de moins en moins. Mais ça ne semblait pas le perturber plus que ça. Et ce qu'on a dit, c'est que s'il y avait vraiment un projet de greffe de rein, on discuterait vraiment du contexte, mais en fait, c'est rarissime, c'est de plus en plus. Je ne suis pas sur les dernières années. Parce que vous faites le recueil des patients, ça peut être éligible à ce type de stratégie. Ça dépend à quel niveau tu mets le cut-off d'âge. En dessous de 50 ans, c'était 5 patients, je crois, sur une année, un truc comme ça. Et à peu près le double si tu mets la barre à 60 ans. On s'attend à avoir à peu près un par mois, là. Ouais, c'est 40. Pour la coro. Mais pour le réseau, c'est 60. Ce bilan initial, il va nous permettre de conclure sur la cause dans un certain pourcentage de cas qu'on ne saurait pas définir très précisément, et qui dépend bien entendu de l'âge du patient. Les deux autres outils qu'on va avoir, c'est l'autopsie scientifique et la génétique. Et les deux doivent être proposés. La génétique, on y reviendra après, mais ça implique d'avoir un prélèvement de sang. C'est assez simple. Il faut y penser, il faut juste y penser. Il faut mettre de côté 2 tubes d'ETA qui se conservent à température ambiante et qui seront envoyés au centre de génétique de Chambéry. C'est préventif, c'est-à-dire que pour le prélèvement est à faire, et puis on n'a pas besoin de demander l'autorisation à la famille parce qu'on se propose de stocker ces tubes en vue d'une éventuelle analyse génétique. Si on doit lancer l'analyse génétique, il faut l'autorisation de la famille, et si on ne la lance pas, il n'y a pas besoin de l'autorisation de la famille. Donc pour les réanimateurs, c'est très simple. C'est juste prélever 2 tubes d'ETA et les envoyer à Chambéry avec l'identité du patient. L'autopsie est à proposer si on n'a pas la cause, bien entendu. Et c'est, on verra comment ça va se passer. C'est-à-dire que à la fois, les autopsies ne sont pas toujours simples à accepter par les familles. À la fois, on est dans un contexte particulier où ce qu'on va présenter à la famille, en partie, c'est d'essayer de comprendre la cause du décès de leur apparenté
en vue de prévenir un risque éventuel chez d'autres chez d'autres membres de la famille. Du coup, on s'attend quand même à avoir une adhésion à la question de l'autopsie qui est peut-être plus importante que ce qu'on a habituellement. En sachant que c'est une autopsie que cardiaque, Mm. et donc c'est moins délabrant qu'une autopsie médico-légale. C'est un prélèvement juste du cœur. On ne voit pas de la tête au pied. Donc en pratique, il y aura la procédure bien détaillée, mais en pratique, le prélèvement se fera à la morgue par Jean-Baptiste Driancourt actuellement, et le cœur sera probablement envoyé à Lyon. On avait... non. Plus mal pédiatrie. Donc dans l'ordre, le tube est prélevé, mais bien entendu qu'il faut aller à l'autopsie scientifique si on peut avant de lancer la génétique, parce qu'on aura des réponses différentes, plus rapides et des fois plus formelles. Après, le dernier outil qu'on a pour aller au diagnostic, c'est le dépistage des apparentés. Alors c'est important pour le dépistage en lui-même, mais ça peut être important pour le diagnostic initial. Si on trouve un Brugada, un des gamins et que le père est décédé la nuit, on a le diagnostic aussi. Du coup, en fait, ça, on l'a déjà dit. Donc, éliminer une cause extracardiaque. L'autopsie, elle corrige le diagnostic dans une part importante des cas. On arrive à quasiment 80% de diagnostic et on va retrouver des causes héréditaires pour certaines, des causes aiguës non héréditaires pour d'autres, comme les myocardites. Bien entendu, le diagnostic des canalopathies ne se fera pas, on aura une autopsie normale. L'analyse génétique, elle vient apporter encore à l'apport diagnostique et elle va être intéressante, bien entendu, dans les cardiomyopathies héréditaires. Je te laisse reprendre. Le panel mort subite, c'est 126 gènes, hein, c'est le panel le plus important. Ça contient le panel des canalopathies et le panel des cardiomyopathies. Dans la majorité des cardiomyopathies et des canalopathies, l'autosomie elle est dominante, ça veut dire qu'il y a un risque sur 2 de transmettre aux enfants. Et ce qu'on estime dans les études, c'est que faire de la génétique suite à un arrêt cardiaque, ça nous permet, notamment chez les jeunes, d'avoir une étiologie dans jusqu'à 35% des cas. Donc là, ça nécessite le consentement des enfants ou du conjoint. Le décret, la loi est passée, le décret passera en août, mais les laboratoires de biologie moléculaire en génétique acceptent déjà de faire ces analyses quand on a un consentement écrit, signé des apparentés ou du conjoint. Donc, comme l'a dit Didier, ça nécessite 2 tubes d'ETA. On l'envoie à Chambéry, qui fait ce qu'on appelle une DNATech, comme on peut faire une sérothèque. Et puis, il l'envoie à Lyon. Et puis, à Lyon, c'est stocké. Et puis, ils attendent nos consignes de faire l'analyse quand nous, on revoit la famille à 3 mois. Ce qu'on explique à la famille, c'est que soit on fait l'analyse génétique du panel des 126 gènes, si encore une fois l'autopsie n'a pas révélé une cardiomyopathie non héréditaire, et puis on s'attend à soit rien retrouver, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de maladie génétique sous-jacente, je vais en parler après. Et après, sinon, on peut trouver 3 types de variants. Donc, soit on trouve une mutation de classe 3, ça veut dire de signification indéterminée, ça veut dire que c'est pas normal, ça a déjà été décrit, et ça nécessite de faire ce qu'on appelle une étude de ségrégation familiale. Alors, faire une étude de ségrégation familiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prélève les 2 parents quand ils sont vivants, qu'on regarde s'ils ont un phénotype cardiaque normal ou anormal, c'est-à-dire qu'on voit s'ils ont un bilan cardiaque normal. Et donc, si le variant est hérédité d'un des parents, qui est donc plus vieux, avec un bilan cardiaque normal, ça nous oriente sur un variant plutôt gentil, et donc qui n'est pas associé à la mort subite de la personne en question. Si par contre, on se rend compte que le parent a le même variant que la personne décédée et qu'en fait, il a une cardiopathie hypertrophique qui colle avec le variant, on va le reclasser en variant classe 4, probablement pathogène. Donc, ensuite, il y a les variants classe 4 et 5, c'est des variants associés au phénotype, c'est-à-dire le gène de la cardiomyopathie associé à une CMH, à une CMD, associé à un Brugada, associé à un Cutellon pour les canalopathies. Et quand on a un variant classe 4 ou classe 5, ça nous permet d'avoir l'explication sur la mort subite.
un peu une idée du rendu mutationnel. Le rendu mutationnel, veut dire par pathologie, on s'attend à avoir combien de pourcentage de génétique positive. Comme a dit Didier tout à l'heure, pour le Brugada, c'est un peu le moins bon rendement mutationnel, c'est à peu près à 25% des cas. On cherche un seul gène qui s'appelle le SCN5A et on l'étudie, on a à peu près un cas sur 4 avec une génétique positive. C'est pas pour ça que le patient n'a pas de Brugada, c'est pas pour ça qu'il n'a pas de risque de transmettre le Brugada à ses enfants, mais ça veut dire qu'on a juste un génotype dans un des cas, une famille sur 4. Le QT long, c'est de plus en plus 80%. On cherche 3 gènes, le QT1, le QT2 et le QT3 notamment. Et il y a jusqu'à 80% de mutations retrouvées dans les QT longs. La TV catécholargique, c'est surtout une entité pédiatrique, on l'a dit, mais c'est une génétique fortement positive aussi. Puis après, toutes les cardiomyopathies, DAVD, CMH, CMD, non-compaction, c'est à peu près la moitié. C'est-à-dire qu'un patient qui a une cardiopathie hypertrophique d'allure sarcomérique, on a éliminé les phénocopies. C'est une histoire familiale. On dit au patient, on va faire la génétique, mais on a un risque sur 2 ou une chance sur 2 de trouver le gène. C'est pas pour ça que vous n'avez pas une cardiopathie hypertrophique sarcomérique familiale, mais en tout cas, les données de la science actuelle nous permettent de trouver un gène sur 2. Et c'est spécifique, quand on a le gène, on est sûr qu'on est malade, même si on n'a pas le phénotype. Alors ça, c'est l'histoire de la pénétrance. Loïc demande, quand on a le génotype, est-ce qu'on a le phénotype? La pénétrance, c'est ça, c'est la proportion des individus à avoir le phénotype quand on a le génotype. Par exemple, dans le Brugada, la pénétrance, elle est très variable. Et la Brugada, on n'a pas encore tout compris dans cette pathologie, cette entité. Il y a beaucoup d'épigénétique, il y a aussi beaucoup de facteurs environnementaux. C'est-à-dire que le fait d'avoir le gène ne veut pas forcément dire qu'on a le tracé, déjà le Brugada, et puis qu'on va mourir. Le QT long, c'est différent. La pénétrance est bien plus élevée. C'est-à-dire que quand on a le gène, on a une forte probabilité d'avoir le QT long et de faire des symptômes. La TV catécholargique, c'est quasiment 100%. C'est des gènes qui sont très agressifs. Et donc, quand on a un enfant qui fait des malaises au sport ou à l'émotion, on fait du test présymptomatique, c'est-à-dire qu'on va rechercher le gène chez les autres frères et sœurs, parce que c'est vraiment très agressif. La DAVD, c'est d'une pénétrance médiocre, c'est moins de 50%. Et la CMH, par contre, c'est une pénétrance quasiment complète, c'est-à-dire que si on trouve le gène chez le propositus, si on teste les enfants, s'ils ont le gène, ils ont une très forte probabilité de développer la maladie. On est à plus de 90% de développer la maladie après 60 ans. La CMD, c'est 70% chez l'adulte, c'est assez important. Chez la non-compaction, c'est une maladie récente, on ne la connaît pas bien, on n'a pas d'idée de pénétrance. C'est pour ça que Cardiogène, qui est la filière de cardiogénétique en France, insiste pour un suivi jusqu'à 60 ans, parce qu'on considère que la pénétrance s'élève dans les cardiomyopathies jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc la pénétrance, elle est variable. Elle est variable selon la pathologie, l'âge et le gène. Il y a des gènes qui sont plus ou moins agressifs. Et nous, ça nous intéresse d'avoir la génotype aussi pour savoir comment les gens vont évoluer. Ce qui est aussi intéressant de comprendre, ça, c'est 2 familles qu'on suit. Il y en a une, il y a plein de morts dans la famille. Il y a au moins 4 décès au premier degré. Puis il y en a un autre, là, lui, il est tout seul. Il est malade, mais par contre, il n'y a aucune histoire de mort subite dans la famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants ou les jeunes adultes qui développent les maladies avec des génotypes positifs, c'est souvent des mutations de novo. Ça veut dire que ça se fait au moment de la création de l'embryon chez la mère, mais finalement, le gène qu'on a retrouvé, il n'est pas hérité des parents. Donc ça veut dire déjà que la sœur, elle est saine, ça veut dire que les oncles et les tantes et les cousins, ils sont sains, et c'est aussi des mutations souvent plus agressives. Pourquoi? Parce que c'est assez darwinien, c'est-à-dire que si les gens se reproduisent, c'est qu'ils sont morts après s'être reproduits. Les mutations de novo, souvent, ça touche les enfants, c'est plus agressif et souvent, c'est des morts subites jeunes. Donc, c'est intéressant à avoir en tête que quand on suit des jeunes adultes avec des génotypes positifs ou des ados, souvent, c'est des mutations de novo. On n'est pas hyper pressé de voir les frères et sœurs en consultation, on n'est pas obligé d'avoir des tons très alarmistes. Dans la très grande majorité des cas, en fait, c'est pas hérité des parents. Et donc, les gènes, c'est grand intérêt d'avoir le génotype pour nous, aussi cardiologues, parce qu'en fonction du gène, on peut avoir en tout cas en tête, à défaut de dire forcément aux patients, qui vont mal évoluer. Il y a des gènes qui sont plus associés à des grosses épaisseurs septales dans les CMH, il y a des gènes qui sont plus associés à des troubles du rythme, il y a des gènes qui sont plus associés à des greffes cardiaques. MYH7 par exemple, c'est très agressif dans les CMH, ça fait beaucoup de troubles du rythme, les gènes de la troponine aussi, alors qu'à MYBPC3 c'est plutôt gentil, puis quand on a des MYBPC3, on est plutôt rassuré sur la révolution de CMH, on les voit bien évoluer longtemps, peut-être un DEF un jour, mais ils évoluent plutôt gentiment. La laminopathie, Pierre en a parlé tout à l'heure, l'association cardiopathie dilatée, troubles de conduction, troubles du rythme, ça c'est des gènes qu'on n'aime pas.
que ce soit comme les gènes de la titine, comme la filamine C, de la desmosone, c'est des gènes qui sont agressifs, c'est des patients jeunes qui évoluent vite et qui sont régulièrement greffés, comme le gène de la desminopathie, comme le gène du desmoplaquine, hein, DSP. On a eu plusieurs cas là, ces derniers mois avec des personnes jeunes qui évoluaient avec des cardiopathies très altérées sur des gènes très agressifs. Puis il y a d'autres gènes qu'on ne connaît pas très bien, qui sont moins pénétrants, on les décrit, mais on est plutôt, voilà, ça nous inquiète moins sur l'évolution. C'est en ça aussi que la génétique, elle nous apporte, en tant que cardiologue, dans l'évaluation du risque, aussi rythmique de nos malades. Et c'est aussi comme ça qu'elle doit être intégrée dans notre prise en charge. Dépistage des apparentés, on en a parlé hein, dans les études, on considère que voir tous les apparentés et s'astreindre à le faire, ce qu'on ne fait pas forcément, mais ce qu'on se force à faire dans le réseau Sudoku, eh ben, ça permet de redresser le diagnostic étiologique jusqu'à 40%, que ce soit en canalopathie ou que ce soit en cardiomyopathie. C'est d'une part intéressant pour le diagnostic de la personne qui est décédée, mais il s'en fiche un peu. Mais par contre, c'est aussi intéressant, surtout pour les enfants de la génération d'après, parce que la prise en charge, le suivi, le pronostic est différent si le diagnostic est fait tôt. Donc, on fait le CG, l'écho dans un premier temps, puis s'il y a une suspicion quelconque, on va plus loin. Un petit mot sur l'expérience anécienne. Donc, on a commencé en septembre 2021. On a eu 4 patients, on n'en a pas eu ce mois-ci. Globalement, il y en a eu 3 entre 50 et 53 ans. D'où le fait qu'on a mis le cut-off aussi à 60 ans pour commencer. Et puis, on en a eu un jeune fin décembre à 19 ans. Globalement, le sexe, c'était 2 hommes, 2 femmes. Dans la moitié des cas, alors la moitié avec un panel de 4, on s'entend, mais il y avait 2 sur 4 des patients qui avaient une hérédité familiale de mort subite. La majorité est arrivée en asystolie en réanimation. Au début, on n'avait pas complètement standardisé notre prise en charge, donc on a eu un ECG antémortem parce que du coup, les autres étaient en asystolie. Puis on a eu 2 ETT, une en prémortem et puis une en postmortem. On a dépisté pour 3 familles sur 4 les apparentés. La 4e famille, on va les dépister prochainement. Pour l'instant, on n'a rien trouvé en voyant les apparentés. Et puis, on a fait la génétique. On a 3 résultats sur 4 de génétique. La 4e, elle est en cours. Et pour les 3, on a trouvé à chaque fois quelque chose. Alors, on en a un de 50 ans, on a trouvé un variant probablement pathogène sur MYH7. Alors, c'est une variation, une mutation bien connue sur MYH7 associée à des cardiopathies hypertrophiques qui font des troubles du rythme à 50 ans. C'était typiquement le cas du patient. Alors, il est peut-être mort d'autre chose parce qu'on n'avait pas l'autopsie, mais en tout cas, il a une mutation agressive sur un gène agressif d'une cardiopathie hypertrophique. Donc, l'intérêt est en tout cas majeur pour ces enfants. Et lui, il avait 2 fils en question. Phénotype, on n'avait pas d'écho post-mortem. Il y avait eu une écho 5 ans avant où il y avait décrit une HVG discrète. Chez un patient hypertendu, on aurait pu en tout cas pas évoquer ça dans un premier temps. Il n'a pas eu l'autopsie, mais quelle que soit la cause finalement de la mort, en effet, il a peut-être une coronaropathie et puis il avait une CMH. Mais en tout cas, pour les enfants, c'est majeur. Et lui, il a 2 fils et c'est majeur. On en a une avec une cardiopathie dilatée bloc gauche, c'est la seule qui n'arrive pas en asystolie en réa. C'est un variant VSI sur FLNC. Hein. FLNC, c'est un gène majeur dans la cardiopathie dilatée. Il est de signification indéterminée parce qu'il n'était jamais décrit au niveau international, mais cette mutation-là code pour un acide aminé très conservé, modifiant vraiment la protéine et ça nous oriente vraiment sur une cardiopathie dilatée familiale. Donc, encore une fois, ça va être intéressant de faire l'étude de ségrégation familiale et là, ils sont partis pour le faire. Et puis, le dernier résultat, c'est le jeune de 19 ans, hein, cardiopathie hypertrophique à l'écho post-mortem. On avait 20 mm de septum. L'autopsie montre une hypertrophie biventriculaire, 18 mm de septum, 15 mm de paroi postérieure, donc plutôt concentrique étonnamment, une hypertrophie ventricule droit avec 8 mm de paroi postérieure du VD, ce qui n'est pas classique, hein, les CMH sarcomériques, c'est plutôt asymétrique, ça touche plutôt le léger. Donc lui, il avait une hypertrophie biventriculaire très sévère à 19 ans et la génétique est plus décevante avec un variant de signification indéterminée sur PDLMI3, qui est un gène qu'on ne connaît pas, qui a été décrit 2 fois, un pour de la FA, un autre pour de la CMD. En tout cas, on ne peut ni faire du test présymptomatique dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rechercher le gène chez les frères et sœurs. Hein. Robin, il avait un frère et une sœur, pour le coup, parce que c'est un classe 3, donc de signification indéterminée, et donc on ne peut pas l'utiliser. Ça, c'est plus décevant. À l'autopsie, ça colle sur rien de ce qu'on connaît, la génétique colle sur rien de ce qu'on connaît. Donc, pour lui, on est allé vers le panel métabolique pour chercher des cytopathies, notamment mitochondriales, héritées de
la mitochondrie de la maman. Et puis voilà, c'est une famille qui habite à Marseille, donc la suite de la prise en charge, on l'a renvoyée à Gilbert Habib. En tout cas, ça vaut le coup de chercher parce qu'on trouve des choses. Ça vaut le coup de chercher aussi parce qu'on a des réponses qu'on apporte aux familles. Et puis ça vaut le coup de chercher parce qu'intellectuellement, c'est plus intéressant pour nous cardiologues. En conclusion, tout arrêt cardiaque récupéré sans cause évidente, non récupéré sans cause évidente de moins de 60 ans, il faut nous appeler. Alors, c'est Didier et moi pour l'instant. Il y a Chantal Forestier, qui est donc notre infirmière qui nous aide dans le réseau. Ça demande beaucoup de travail. D'une part, parce qu'il faut voir les familles, il faut récupérer les informations. Il faut mettre en coordination la réanimation, parfois le CEDOT, parce qu'il peut y avoir des procédures de don d'organes. Ça nécessite une grande organisation. Et voilà, on est pour l'instant tous les trois, mais qui est intéressé, joignez à nous, il ne faut pas hésiter. Faut y penser quand il y a des apparentés. C'est sûr que s'il n'y a aucun apparenté, c'est moins intéressant. Mais qui dit apparenté dit enfant, frère ou sœur. Si le patient n'a pas d'enfant, il faut se renseigner s'il a des frères et sœurs. Parce que qui dit frère et sœur dit neveu et nièce, dit enfant. Voilà, l'intérêt il est théologique à ce niveau-là. Et puis il faut toujours discuter l'autopsie du cœur, l'autopsie scientifique. Ça a été fait récemment, ça s'est bien passé, le cœur a été envoyé à Lyon. Voilà, c'est ce qu'on fera prochainement si ça arrive à nouveau. Et puis il faut prélever du sang pour l'ADN ATEC, pour l'envoyer à Chambéry. Dans Reco Cardio, pour les anéciens, toute la procédure elle est écrite avec les ordonnances, on vous montrera. Et ce qu'il faut comprendre pour nous, c'est que l'autopsie plus la génétique, on explique jusqu'à 90% des causes de la mort, ce qui est énorme et ce qui lève cette espèce de voile d'incertitude dans les familles, que ce soit si on arrive à trouver une cause héréditaire d'une cause non héréditaire, et ça lève cette espèce d'épée Damoclès que certains enfants portent sur eux grands. Et voilà, il y a